Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois pour vous aujourd'hui Francis Carole, qui est candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription, c'est-à-dire Fort-de-France. Francis Carole, bonjour. Bonjour, et puis merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre aujourd'hui. Donc, Francis Carole, bien que tu sois une personnalité politique connue, tu as été un élu territorial, un acteur de la première mandature de la CTM, je vais quand même te demander de te présenter rapidement pour ceux de nos téléspectatrices et téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait. D'accord. Non, très rapidement, je suis un enfant de Redoute, pas très loin d'ici d'ailleurs. Pas très loin d'ici. Parce que ici, j'ai fait mes petites classes soit à Redoute, à Corridon ou à Gaudissa ou ici chez Cher, voilà. Je suis enseignant de profession, enfin en fin de carrière, dirions-nous. Et je me suis très tôt engagé dans la lutte politique, puisque depuis l'âge de 15-16 ans, mais je crois que ça a été notre lot à tous dans cette génération, à l'occasion notamment des événements de janvier-février 1974. Donc j'ai été président de l'Organisation nationale des étudiants martiniquais, j'ai été président de l'Association générale des étudiants martiniquais. J'ai aussi participé, j'ai été un membre du CNCP, le Conseil national des comités populaires. Je me suis présenté aux élections présidentielles et aux élections municipales très tôt contre Kébé Césaire, et on avait fait à l'époque un excellent score, parce qu'on avait 3 élus à l'époque. Donc j'ai été conseiller général à partir de 2001, de 2001 à 2008, conseiller général sur le canton 7 de Fort-de-France. Voilà. Ensuite j'ai été conseiller régional en 2010 à 2015. J'avais défait une personnalité. C'était une personnalité importante. Personnel, c'était pas Fidel, c'était Zami. Léon Zami. Voilà, père à son âme. Et c'est vrai que nous sommes affrontés durement, mais après nous avons pu échanger quelques mots. Il faut toujours respecter les anciens, même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord avec eux. Puis j'ai été ensuite conseiller exécutif en charge des questions sociales et de santé. Voilà. Très bien. Donc, tu es candidat aux élections législatives. Alors, ces élections viennent après une séquence qui est la séquence des élections présidentielles, qui ont donné les résultats que beaucoup de gens ont commentés. Rapidement sur ça, ton interprétation des résultats de ces élections présidentielles, tant du premier tour que du second tour, quelle est-elle? Alors, d'abord, les 2 tours ont montré un antimacronisme clair. Parce que les 2 tours, alors, pour des raisons que nous devrons analyser, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Il n'y a pas seulement que la gestion de la pandémie, je pense qu'il y a d'autres raisons plus fondamentales qu'il faudra analyser et mettre en évidence. Bon, c'est le rôle des sociologues, des politologues de le faire. Mais il y a un anti-macronisme, ce qui n'a pas existé avec les autres présidents de la République française, ou même Mitterrand, qui avait été chahuté lors de ce premier mandat, a été plébiscité au second. Mais là, nous avons quelque chose d'assez particulier, d'assez nouveau, et il faudra en trouver les raisons. La seconde chose, c'est que c'est une aspiration à un changement sur des bases correctes. Je pense que le vote en faveur de Mélenchon au premier tour, qui a été large, clair et déterminant, parce qu'au premier tour, on dit son choix, on dit ce que l'on veut véritablement. Et donc, Mélenchon l'a emporté largement, mais sur la base de un certain nombre de positions, l'antiracisme, c'est très important, l'antifascisme et l'anticapitalisme, et aussi une volonté de s'occuper des gens, des difficultés des gens, de la vie chère, etc. Donc je pense que c'est sur cette base, et là il y a une très forte adhésion. Le deuxième tour a paru être en contradiction avec le second tour. Mais je pense que les Martiniquais ne sont pas des pro-fascistes. Ceux qui ont voté Le Pen ne sont pas des pro-lepénistes. Et je pense que les candidats qui se présentent aujourd'hui au nom de Le Pen ou de Zemmour vont voir très rapidement que le vote des Martiniquais au second tour n'est pas un vote d'adhésion. Moi, je l'interprète, mais il y a des sociologues qui sont mieux placés que moi pour faire ce genre de travail, je l'interprète comme d'abord une forte déception. Parce que je pense que beaucoup de Martiniquais souhaitaient que Mélenchon soit au second tour. Donc, très forte déception par rapport à ça. Et finalement, ils ont utilisé les élections, en tout cas le second tour, comme une manière de dire on va vous donner ce que vous ne voulez pas voir. Donc, ils ont choisi le pire pour se faire entendre. Alors, après, est-ce que c'est le meilleur moyen?
Et c'est c'est une autre affaire. Une autre affaire. Mais ce n'est pas un vote d'adhésion à Le Pen. Alors, parmi ceux qui ont voté, il y a qui adhèrent à la position de Le Pen, comme ça s'est montré, ça s'est passé dès le premier tour. Mais c'est un vote de déception et de contestation, de révolte. C'est une manière de dire, excusez-moi l'expression, tout nous plaît. Parce qu'il y a en cause non seulement les élections, mais il y a en cause la représentation que les politiques donnent d'une manière générale, y compris en Martinique. Y compris en Martinique, parce qu'il manque de conviction, il manque de volonté, il manque d'acharnement au travail. Et je pense que c'est tout cela que les Martiniquais ont voulu sanctionner. Ceci étant, le débat doit être ouvert. Je pense que chacun doit dire ce qu'il pense des uns et des autres, mais sans mépriser le peuple martiniquais. Ça, j'y tiens énormément. C'est-à-dire, on débat, il y a un vote qui a été fait, on l'analyse, on est contre, on est pour, on débat avec le peuple, mais en respectant le peuple. Pour te titiller un peu quand même, est-ce que, quelque part, l'expression du vote quand même des Martiniquais, à cette occasion, ne s'adresse pas aussi quelque part à nos élus? Mais je vous l'ai dit, hein, c'est aussi, non seulement en direction des élus français de France, mais c'est aussi en direction des élus martiniquais. Mais vous avez remarqué, parce que je sais que vous observez assez bien la situation, vous avez remarqué que les votes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, voire de la Réunion, ont été assez semblables. Ça veut dire que c'est un mouvement beaucoup plus large que la question martiniquaise. Et quand les questions se posent de cette manière, avec une telle ampleur, dans des zones complètement différentes, il y a une réflexion fondamentale à faire. Il y a une signification. Absolument. Très bien. Alors, ce n'est pas la première fois. Bon, je vais te tutoyer, Francis Carole, on se connaît, on ne va pas faire de macacu devant les téléspectateurs de Zouk Télévision. On se connaît depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Bon, ce n'est pas la première fois que tu es candidat aux élections à Fort-de-France, et en particulier aux élections législatives. Est-ce que aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau, de changé? Est-ce que c'est la continuité? Est-ce qu'il y a une rupture? Quel est le sens de cette candidature? Alors, plusieurs choses, pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire que je me suis présenté la première fois contre Darcia. J'étais un jeune bouc, je n'avais pas 40 ans. Mais j'avais considéré qu'il fallait mener cette bataille. Et d'autant que personne ne souhaitait y aller spécialement. On retrouvait la droite. Mais il n'y avait pas une voix de patriote sur ces élections-là. Donc, j'y suis allé. J'ai fait le score que j'ai fait. Et puis ensuite, il y a eu des affrontements contre les Chimi, le président du PPM. Bon, et là aussi, bon, j'ai progressé dans cette démarche. Mais je pense que une bataille, notamment à Fort-de-France, est nécessairement une bataille longue. Je n'ai jamais pensé, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais le PPM est un parti quand même qui a été issu du mouvement communiste au départ, qui a su s'implanter à Fort-de-France à une époque et qui par conséquent avait des bases solides. Donc il faut partir de cela. Et j'étais persuadé que je n'allais pas gagner du premier coup. Sinon, j'aurais fait comme d'autres font. Bon, j'aurais évoqué, je suis né à Fort-de-France et j'ai vécu à Fort-de-France, mais j'aurais évoqué les racines diamantinoises de mon père pour aller... Je n'ai pas fait cela. J'ai accepté la difficulté, je l'ai affronté et nous avons gagné après le canton 7 de Fort-de-France, nous avons gagné le canton 4 de Fort-de-France. Aux élections législatives de 2015, nous avons fait un score tout à fait remarquable. Donc, il faut parfois du temps pour qu'une victoire puisse se mûrir. Et je crois que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la victoire est non seulement souhaitable, mais elle est largement possible. Alors, il y a 13 candidats. Est-ce que ce nombre de candidats, qui est un signe d'une démocratie peut-être vivace, je ne sais rien, est-ce qu'aussi elle n'est pas ce nombre de candidats ne risque pas de désorienter les lecteurs? Certainement, mais après, je pense que c'est aux candidats de s'expliquer et d'expliquer et au peuple les enjeux. Et la question, c'est vrai qu'il y a 13 candidats, un peu plus que d'habitude. Bon, nous n'avons pas atteint le taux record du centre avec 17 candidats. Donc, c'est pas qu'on puisse s'estimer heureux, mais enfin. Mais en même temps, c'est normal que des gens, pour des raisons ou d'autres raisons, se présentent. Après, la question, c'est la question des enjeux. Quels sont les enjeux? Moi, je considère aujourd'hui que nous sommes en face de plusieurs enjeux essentiels. D'abord, nous sommes les spectateurs aujourd'hui d'une transformation des rapports de force au niveau mondial. Je pense que ce qui se passe en Ukraine et en Russie marque la fin d'un ordre mondial qui existait. Et nous allons vers un autre ordre mondial. Je ne sais pas s'il sera
est meilleur ou pire. En tout cas, la contestation du modèle issu de la Seconde Guerre mondiale, et avec la création de l'ONU, etc., tout cela est en train de s'effondrer. Et la raison fondamentale en est, de mon point de vue, je peux me tromper, mais la raison fondamentale en est, c'est que les superpuissances n'ont pas voulu comprendre que les peuples avaient envie de respirer et qu'ils avaient le droit de respirer, ils avaient le droit d'être différents. On ne veut pas mettre sous un ordre mondialisé tous les peuples en faisant fi de ce qu'ils sont. La deuxième grosse préoccupation, à mon avis, deuxième grand défi, c'est que l'ensemble des confettis de l'Empire français, et Martinique, Guadeloupe, etc., arrivent manifestement à la fin de modèle économique. À la fin de modèle économique, mais de modèle sociétal qu'il faut changer aujourd'hui. Et donc, dans les idées que nous développons au nom du Grand Assemblée, ou bien moi-même dans ma réflexion personnelle, ou de mon parti, le Palima, il y a cette dimension qui consiste à voir comment faire de la Martinique et changer la société, et tout en l'inscrivant dans des préoccupations mondiales qui nous touchent tous, par exemple le réchauffement climatique, etc. D'accord. Il y a quand même disons une petite différence. Tu as rappelé tout à l'heure que tu as été candidat la première fois et que tu étais opposé à Camille Darcière, qui était une personnalité qui a été député, qui est une personnalité président du conseil et remarquable à bien voilà, des égards. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est une autre génération. Chelchini n'est pas candidat, et pourquoi il est exécutif. C'est le PPM a comme candidat Johnny Aja, l'alliance, et puis il y a 3 plus 11 autres candidats. Est-ce que quelque part, on ne peut pas dire que les jeux sont plus ouverts? Les jeux sont, si on peut appeler ça ainsi, en tout cas, les possibilités sont plus ouvertes. Les possibilités sont bien entendu plus ouvertes. Quand je m'étais présenté contre Camille Darcière, j'étais en face de monuments politiques, même si je ne suis pas d'accord avec Camille Darcière. Mais je pense que même quand on n'est pas d'accord, il faut savoir dire la qualité des hommes et des femmes qu'on a en face de soi. C'est quelqu'un de remarquable, mais nous n'étions pas d'accord. Pas d'accord, nous allons affronter. Mais il avait ceci quand même d'intéressant, c'est que c'était quelqu'un qui pouvait être ouvert en direction des patriotes, qui a défendu des patriotes. Donc, il faut saluer cela aussi, même si on n'est pas d'accord. Et ce pays est un pays qui sombre parfois dans le sectarisme. On est incapable de reconnaître les qualités de celui qu'on a en face de soi, alors que Camille Darcière en avait, même si nous n'étions pas d'accord, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, on est dans un autre contexte. On est dans un contexte où peut-être que l'attachement à des positions de politique, à des positions théoriques, à des positions idéologiques, cet attachement est moins fort. Et je vois à peu près ce qui se dit. Je vois par exemple le candidat qui n'est pas nécessairement dans notre secteur, qui brandit le drapeau rouge et noir en novembre 2021 sur les barrages, et qui en même temps est Front National. Donc il y a véritablement des incohérences fondamentales. C'est un candidat que j'ai reçu. Ouais. J'espère que tu lui as posé la question. Non. Donc il y a ces incohérences parce que le drapeau rouge et noir est un drapeau anti-impérialiste, anticolonialiste. Or, Le Pen, c'est l'ultra-colonialisme. Donc, c'est ces incohérences idéologiques qu'il faut comprendre et que notre génération n'a pas, parce que nous avons été formés à autre chose. Et donc, le PPM présente un candidat que je respecte aussi. Je ne procède pas par mépris, mais je pense que les conditions sont beaucoup plus ouvertes. D'une part, parce qu'entre-temps, nous-mêmes, nous avons densifié notre travail, notre notoriété et les actions que nous avons pu mener et que la population de Fort-de-France nous connaît bien. Et voilà, donc je pense qu'on a les conditions ouvertes pour une victoire. Encore qu'aucune bataille ne soit jamais gagnée au départ, mais les conditions objectives et subjectives existent pour l'emporter. D'autant que je pense qu'il y a aussi une volonté de la population de voir, pas le retour, mais peut-être qu'on puisse atteindre une gestion où il y a moins où les gens sont plus sincères, où les gens sont plus engagés, où les gens disent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Une gestion aussi où les gens ne soient pas attachés à l'argent et à ce genre de choses. Donc je pense que ce sont autant d'éléments d'éthique qui créent une situation beaucoup plus favorable. Donc tu l'as rappelé tout à l'heure, tu es candidat du Grand Assemblée. Oui. Alors c'est plus le Grand Assemblée pour ne pas payer un chance, c'est le Grand Assemblée tout seul. Hein? Alors le Grand Assemblée pour ne pas payer un chance, parce que... tu as bien compris que c'est ça. Mais il y avait d'abord le Grand Assemblée et pour Martinique qui était une alliance
politique, entre des partis de gauche et patriotes, etc. Ensuite, il y a une liste... Ça, je donne une place locale, quoi. Oui. Et puis, il y a eu l'alliance électorale, qui, bon, c'est l'alliance pour Rassemblée et pour payer en chance, etc. Donc, on a appelé ça Rassemblée pour payer en chance. Mais l'ossature, la colonne vertébrale de ce mouvement, c'est l'alliance d'autonomistes, de patriotes et de gens qui veulent que les choses avancent en Martinique. Alors, si tu es élu, tu seras député de la Martinique et non pas député d'une circonscription. Néanmoins, tu t'adresses à des électeurs d'une circonscription. Absolument. Quels sont pour toi les principaux enjeux de cette circonscription et au-delà, quels sont les points principaux de ton programme politique à l'occasion de ces élections législatives? Alors, la Martinique, c'est 1100 km², donc le nord, le sud, le centre se ressemblent beaucoup. Quand on est forcément le sud de quelqu'un et le nord de quelqu'un. On est forcément. Donc, on n'est pas en Russie. Donc, on est dans autre chose. Mais c'est vrai que nous nous adressons à des électrices et à des électeurs de Fort-de-France. Mais le programme global, c'est un programme commun. Parce que nous avons constitué le Grand Assemblée avec une plateforme commune d'engagement et avec un certain nombre de revendications, avec la volonté aussi de siéger, le moment venu, dans un même groupe. Donc c'est ça l'idée. Alors les questions essentielles pour nous, c'est d'abord la question, alors il y a une part d'actualité, mais c'est la question des soignants. Il faut que ces personnes soient rétablies dans leurs fonctions et dans leurs droits. Je pense qu'il n'y a aucune raison de maintenir cette loi du 5 août 2021 qui faisait obligation que l'on suspende ces personnes. Et puis, je pense que c'est une mesure injuste et je pense que c'est une mesure qui n'était pas adaptée parce que vous savez qu'il y a eu des médecins ou des infirmiers qui avaient le Covid en dépit du vaccin. Bon. Parce que ça a été une erreur de procéder ainsi, que ça a montré une violence énorme et une difficulté finalement à gérer la crise parmi un tas de difficultés. Donc j'ai toujours été aux côtés des soignants dès le début. J'ai dit très clairement ce que je pensais. Ceux qui voulaient se faire vacciner avaient le droit de se faire vacciner. Ça, c'est incontestable. Ceux qui ne voulaient pas, eh bien, avaient le droit de ne pas se faire vacciner. En tout cas, il ne fallait pas sanctionner les gens parce qu'ils ne se faisaient pas vacciner. Parce que c'est une ligne constante que j'ai eu à défendre et que j'assume aujourd'hui. Donc c'est pourquoi j'ai été à leur côté et que je me suis battu sans cesse pour pousser la collectivité territoriale de Martinique à prendre une décision. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été suffisamment écouté? Alors, vous savez, ceux qui voient loin, je ne veux pas dire que je vois plus loin que d'autres, mais ne sont pas toujours écoutés. Parce que les gens souvent se laissent, confondre par la dictature du moment. Or, il faut toujours essayer de faire 3 pas en arrière pour mettre en perspective le présent et imaginer ce que ça peut être l'avenir. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de passion. Il y a eu des passions chez ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner comme chez les autres. Ceux qui voulaient se vacciner. Alors que moi j'appelle toujours à la réflexion. À la réflexion, à une manière de concorde, à un échange intellectuel de haut niveau pour qu'on puisse trouver la meilleure solution et ne pas se diviser. Et le peuple martiniquais a été divisé à cette occasion. Bon, ceci étant, les choses semblent rentrer dans l'ordre, mais il faut régler cette question. La deuxième priorité que nous avons, c'est évidemment, vous l'avez vu, c'est cette histoire d'empoisonnement du peuple martiniquais à la chlordécone. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, etc. Il y a une procédure judiciaire qui est en œuvre, et avec un risque de non-lieu, et je pense qu'il faut se battre contre ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, indépendamment de mes engagements électoraux depuis très... Je rappelle que la première motion qui a été votée contre l'empoisonnement au chlordécone, ça a été en 2007, et c'est moi qui l'ai porté. J'étais conseiller général à cette époque. Donc c'est un engagement ancien. Et qu'en 2012, j'ai contribué à l'organisation de manifestations sur cette thématique avec des syndicats, avec des personnalités, avec des associations, et que j'ai joué un rôle qui avait son importance dans la manifestation de février 2021, puisque j'ai été un de ceux à avoir dit il faut qu'on réagisse et avoir organisé avec d'autres. Mais est-ce que tu ne trouves pas que la manifestation de samedi dernier est un petit peu décevante par rapport à... Bien sûr, par rapport à ce qu'on avait connu, oui, au succès du 27 février. Mais après, parce que je vois toutes sortes de déclarations émerger. Non, il faut rester foi. Il faut analyser,
voir quels sont les facteurs subjectifs et objectifs qui ont donné ce résultat, et ne pas être dans une position où les uns accusent les autres. Non, non, je pense qu'il faut rester froid, analyser. Il y a un ensemble d'organisations qui ont organisé cette manifestation. Il faut qu'ils en tirent le bilan de manière froide et qu'on envisage la suite. Moi, je pense qu'il y a certainement beaucoup de circonstances particulières qui expliquent cela, et qu'il n'y a pas lieu d'en faire une tragédie. Ça, c'est mon point de vue. Mais après, il faut être dans la rationalité plutôt que d'être dans des sentiments, dans des réactions émotionnelles. Je ne suis pas du tout dans ça. Donc, il faudra reprendre ça. Donc, il faut évidemment lutter contre la prescription, mais il faut surtout, et c'est ce que nous allons faire, et à la fois Justin Pafil, Philippe Edmond Moyette et Alfred Majen et moi-même, c'est une loi d'indemnisation des personnes, mais une loi d'indemnisation pour permettre de purifier les sols, etc. Je pense que ça, c'est fondamental. Et puis, bien entendu, il y a une série d'autres questions qui me semblaient importantes. Je pense qu'il faut faire en sorte que nos jeunes enseignants qui ont obtenu leur diplôme ici ne partent pas en France, parce que nous avons une perte trop importante de notre population. 4000 personnes qui s'en vont chaque année. Donc, il faut que nous puissions permettre qu'ils demeurent en Martinique. Moi, je pense que c'est important pour l'avenir. J'ai eu à me battre en tant que PLP sur une lutte que tu as certainement connue très longue, et c'était sur le droit de vivre et de travailler au pays. Et à cette époque, j'ai constaté qu'il y avait des gens de Toulouse qui se battaient autour du même mot d'ordre. Oui, tout à fait. Vivre et travailler au pays. Le pays, c'est Toulouse. Bon, et voir nous qui sommes si loin. Ensuite, je pense que toutes les questions de développement, la question de la souveraineté alimentaire notamment, la question de la santé. Vous savez que nous avons puissamment aidé l'hôpital. Quand j'étais à la CTM avec Alfred Majen, nous avons été ceux qui ont objectivement mis en place le cyclotron. C'est-à-dire que quand l'élection à la CTM était intervenue, le 3e étage du bâtiment qui doit accueillir le cyclotron était sur le point d'être terminé, et le cyclotron avait déjà été acheté. Donc nous avons fait le travail, nous avons permis que l'hôpital ait des respirateurs automatiques, alors à un moment où il n'en avait pas, et où les gens mouraient parce qu'il n'y en avait pas. Donc nous avons fait tout cela, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin, et nous pensons qu'il faut une loi exceptionnelle sur cette question pour le rattrapage, pour l'amélioration, pour la modernisation de l'hôpital en Martinique, et il faut un partage du pouvoir. Parce que moi, j'ai été extrêmement désolé et dévasté de voir que pour entrer en confinement, sortir en confinement, la décision se prenait de Paris, comme si Paris connaissait mieux la situation que nous en Martinique. Je pense qu'il faut un partage du pouvoir dans le domaine de la santé, et d'autant que nous finançons aussi la santé. Nous avons quand même mis 12 millions pour le cyclotron, et pas seulement. Et donc il faut un partage du pouvoir. Il faut aussi, à mon avis, des lois permettant de mieux protéger les personnes âgées. Il y a des lois qui existent, notamment la loi sur le vieillissement de la société de 2015, mais cette loi n'est pas suffisante. On l'a vu avec les scandales qu'on a connus dans les EHPAD. Il faut renforcer le contrôle, renforcer les moyens aussi, parce que les moyens ne sont pas suffisants pour s'occuper de ces personnes. Et faire en sorte que les structures qui se mettent en place pour accompagner ces personnes ne sont pas des structures qui ont un objectif capitalistique essentiellement, mais que l'on soit dans l'économie sociale et solidaire, que l'on soit dans l'économie humaine, c'est-à-dire... Est-ce que le rôle des députés de contrôle de l'action du gouvernement, est-ce que ce rôle est suffisant? En tout cas, compte tenu de ne serait-ce que la distance qu'il y a entre les décisions qui sont prises là-bas et nous, et l'écart qu'il peut y avoir entre l'esprit qui pouvait les animer ces lois et puis la réalité locale. Absolument. Non, je pense que ce contrôle n'est pas suffisant. Je pense que l'idée d'aller vers une nouvelle République qui est prônée par Mélenchon, 6e République, etc., même si c'est d'abord l'affaire des Français, est une bonne idée. Je crois aussi que le contrôle citoyen est essentiel, parce que l'exécutif fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut, même quand il est critiqué. Bon, M. Macron ne sera plus président de la République dans 5 ans, donc il a toute liberté de faire ce qu'il veut. Donc c'est pourquoi je pense qu'on devrait donner davantage d'importance au contrôle citoyen et à la participation citoyenne d'une manière générale, mais en faisant preuve d'une certaine radicalité, dans le sens où il faut sortir véritablement d'une certaine manière de penser, parce que ça c'est essentiel. Puis j'ai aussi un attachement particulier à tout ce qui est égalité femmes-hommes. Parce que, vous avez dû le constater, nous, parents, nous pensions que nos enfants
auraient moins subi les violences sexuelles et sexistes. Ce n'est pas vrai. Au contraire, les chiffres ont augmenté. Et je pense que c'est là, peut-être parce qu'on en parle d'un peu plus, heureusement. Oui, c'est ça. Peut-être parce qu'on en parle un peu plus, mais parce que, et peut-être aussi que il faut en permanence être dans une bataille incessante, sinon on retourne à une forme de sauvagerie. Et donc, je pense que c'est important. J'ai une dernière question, parce que notre émission va bientôt se terminer. Oui. Bon, il y a une perspective en France d'une victoire de ce qu'on appelle la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. C'est une perspective, c'est pas certain, c'est une possibilité, c'est pas acquis. De toute façon, il risque d'y avoir au Parlement un intergroupe. Vous avez le Grand Assemblée a l'intention d'affilier que ces députés, ces représentants élus, s'ils sont élus, puissent être affiliés à l'un de ces mouvements, ou bon, comment le Grand Assemblée se situe par rapport à ça? La position que le Grand Assemblée défend est la suivante, à savoir que d'abord nous ne serons ni au Parti socialiste, ni au Front national, ni ni au Parti socialiste. Ni au Parti socialiste non plus. Ils ont signé la nuit. Qui ont peut-être une chance d'avoir. mais ils ont signé. Ne seront pas dans ces groupes-là, ni Front national, etc. Par contre, il nous semble que Marie-Jeanne avait conclu une alliance avec le groupe GDR. Oui, et tout à fait. Il y a aussi le groupe, évidemment, les Insoumis. Et, bon, alors, les orientations que les Insoumis défendent rejoindre en grande partie certaines choses que nous pensons, notamment sur la vie chère, sur la retraite, sur le SMIC, etc. Nous sommes assez d'accord avec ça. Bon, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Oui, bien entendu. Sur la question nationale martiniquaise, nous ne sommes pas d'accord. Mais nous sommes d'accord sur un ensemble de choses. Mais je pense qu'il nous faudra... Mais est-ce que c'est à eux d'être d'accord sur la question de la souveraineté? Non, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est à nous de déposer un certain nombre de choses. Voilà. Tu as raison. Mais je pense que, si tu veux, ça devra faire l'objet d'une négociation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se soumettre à X ou à Y, il s'agira de dire à X ou à Y, écoutez, ça peut être GDR ou les Insoumis, de dire, bon voilà, nous ferons partie de votre groupe, mais à telles conditions, voilà que nous souhaitons, par exemple, le temps de parole, une liberté d'action pour défendre les intérêts de notre pays, parce que notre boussole doit être les intérêts de la Martinique. Donc je pense que c'est ça. Mais il faut un temps de négociation avec eux, parce que beaucoup de gens se pressent et nous disent, mais qu'est-ce que ça? Et vous allez entrer dans quel groupe? Non, ça dépend. Il faut qu'on discute avec eux. Voilà. Mais ce sera parmi ou les Insoumis ou le groupe GDA. Voilà. Eh bien, Francis Carole, notre émission a touché à sa fin, malheureusement. Ça va très vite, hein. Donc, j'espère que les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision ont écouté avec toute l'attention requise cette émission, où tu as pu quand même développer un certain nombre de points de vue. Je suppose qu'évidemment, la campagne va battre son plein de plus en plus, hein. Et donc, tu présenteras ces différents aspects aux électeurs de la circonscription de Fort-de-France. Dans leurs boîtes aux lettres, dans les quartiers. Ce matin encore, j'étais dans plusieurs quartiers, puisqu'on essaie d'être au plus près des gens. Mais si tu permets que je dise quelques mots. Non, je pense que je l'ai dit, que la victoire est possible à Fort-de-France. Une des grosses difficultés que nous avons dans cette circonscription, c'est que les gens se mobilisent très peu au moment des élections. Beaucoup moins que dans les autres circonscriptions. Donc si j'ai un appel solennel à faire aux Foyalaises et aux Foyalais, singulièrement aux électrices et aux électeurs, c'est d'aller voter. Le vote se fera pour le premier tour le samedi 11 juin et pour le deuxième tour le samedi 18 juin. Je vous demande vraiment solennellement d'aller voter. N'attendez pas le second tour, parce qu'il ne pourra pas y avoir plus de 2 candidats. Parce que pour avoir une triangulaire, il faudrait faire 12,5% des inscrits. Des inscrits, pas des votants. Donc ce sera difficile pour les uns et les autres. Donc il y aura 2 candidats au second tour. Donc le moment du choix, c'est maintenant. C'est le moment, c'est là. C'est-à-dire il faut faire en sorte que nous ayons quelqu'un qui représente notre camp, le camp que nous défendons, mais le camp aussi que beaucoup de Foyalais et de Foyalais défendent. Et c'est pourquoi je compte sur les électrices et les électeurs de Fort-de-France pour aller voter massivement samedi 11 juin. Je vous remercie par avance. Merci Francis Carole. Et merci aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision.